Alors, on va pouvoir commencer donc cette journée avec une première conférence. Donc, il y en aura 3 tout au long de l'après-midi. Donc, pour commencer, la première conférence s'intitule « Réformes et révolutions, l'expérience belge du contrôle ouvrier et des réformes de structures anticapitalistes ». Pour ce faire, nous avons 2 intervenants avec nous. Premièrement, Matteo Alalou, qui est professeur à l'ULB et dont les principaux travaux portent sur la sociologie du travail. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, notamment Le temps du labeur, formation, emploi et qualification en sociologie du travail, paru en 1986, Contre la pensée molle, dictionnaire du prêt-à-penser, de 2014, L'allocation universelle, nouveau label de précarité, de 2015, et Le socialisme malade de la social-démocratie, paru en 2021. Il a fait partie de la rédaction de l'hebdomadaire La Gauche avec Marcel Liebman, Ernest Mandel et Jacques Ernat. En 2015, il a contribué au Congrès international à Lausanne consacré à Mandel, avec une intervention qui avait pour titre « Ernest Mandel, un marxiste hétérodoxe dans les années 1960 ». Deuxièmement, on a avec nous Vincent Skeltin-Sortigosa, j'espère que j'écorche pas donc, qui est docteur en histoire et qui enseigne à l'université d'Anvers, et donc qui est aussi actif dans le mouvement syndical où il assure des formations. Il a publié aussi plusieurs ouvrages, dont Extrême droite, l'histoire ne se répète pas de la même manière, en 2021 avec Bruno Verlact. Alors, vous pardonnerez mon accent flamand. Donc, également, Met Dank aan de Overkant et une politique de Denise van Belke. Merci à l'autre côté, une histoire politique de la Belgique, paru en 2017. De sociaal-democratie is doodziek, pleidooi voor een herpolitisering van de politieke orde. La social-démocratie est moribonde, plaidoyer pour une repolitisation de l'ordre politique, paru en 2019. Il publie également des articles, des opinions dans de nombreuses revues, telles que De Standaard, De Morgen, Apache, La Revue Nouvelle, etc. Et dans les années 80 et 90, il était actif dans la section belge de la 4e internationale, responsable de son journal Rode, où il a également consacré un papier à Mandel, Ernest Mandel en de moeilijk strijd tegen de werkgelegenheid, Ernest Mandel et la difficile lutte contre la fugacité. Voilà, on va pouvoir commencer tout de suite la discussion. Donc, je vais d'abord céder la parole à Matteo Alalou pendant 25 minutes, ensuite à Vincent Skeltin-Sortigosa pendant 10 minutes, et on aura un moment de discussion prévu avec la salle par après pendant 25 minutes. Donc, si vous avez des questions ou des interrogations, n'hésitez pas à les garder pour plus tard. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. J'essaierai donc d'abord de me tenir à cet horaire, ce qui est pour les intervenants d'habitude le plus difficile à faire. Et donc j'essaierai de traiter de mon sujet de manière un peu synthétique, mais vous pouvez vous référer éventuellement sur le site de l'Institut Liebman à une version beaucoup plus complète de ce que je suis amené à dire un peu en style télégraphique. Donc j'essaierai de parler de cela en 5 points. Le premier, rapidement, sur Ernest Mandel. Le deuxième, sur les réformes de structure. Le troisième, sur le contrôle ouvrier. Le quatrième, à propos des apports et des limites de la pensée de Mandel. Et enfin, et j'essaierai de l'aborder dans le temps qui m'est imparti, de l'actualité de cette pensée et de ses perspectives aujourd'hui. Donc d'abord, Mandel, penseur du possible. Le titre de notre réunion aujourd'hui, c'est une appellation quelque peu ambiguë, mais à mon avis très juste. Ambiguë dans le sens où on parle de la social-démocratie comme étant le socialisme du possible, à savoir ce que l'on peut faire sans modifier le capitalisme, le régime dans lequel nous vivons, un certain nombre de réformes, mais en gardant l'essentiel. Alors que pour Mandel, il s'agit de tout autre chose. Il s'agit de penser la révolution, mais en rapport avec ses conditions objectives, avec l'évolution actuelle des connaissances, avec les rapports de force dans lesquels elle s'insère. C'est en ce sens que Daniel Ben Saïd a pu dire à son propos qu'il nous lègue un héritage politique qui permet de penser au présent
les métamorphoses du monde. Penser au présent, les métamorphoses du monde. C'est pourquoi sa pensée me paraît aujourd'hui encore très actuelle. Ernest Mandel a donc adhéré, comme tu l'as dit, très tôt à la 4e internationale, quelques mois après sa fondation, en 1938. Il avait 15 ans. Donc il adhère à 15 ans à la 4e. En 1946, il sera membre de son secrétariat et très vite son dirigeant principal ou un de ses dirigeants principaux pendant toute la durée de sa vie. Dans sa pensée, je pense qu'on ne peut jamais distinguer la théorie dont tu as parlé, théorie qui est reconnue partout, je veux dire, c'est un penseur très reconnu, c'est un des auteurs belges les plus traduits dans le monde, certains disent juste après Simenon, c'est le plus traduit. Donc un auteur traduit et lu à travers le monde à très grande échelle, est connu pour sa pensée. Seulement sa pensée ne peut, à mon avis, en aucun cas être distinguée de son action politique, et tous les deux sont très intimement liés. Sa pensée n'existerait sans doute pas sans son action, ni son action sans sa pensée. Donc on ne peut pas penser, je crois, ces deux choses de manière distincte. Et je voudrais ajouter un troisième élément sur lequel je dirais quelques mots, puisque moi, parlant des réformes de structure et du contrôle ouvrier, je parle d'un Mandel que nos amis français, par exemple, connaissent très très peu. Dans la vie des militants révolutionnaires, leur vie est très segmentée, fragmentée. Et donc, les différents aspects ne sont connus que dans les milieux dans lesquels ils s'exercent et ils s'appliquent. Et donc, moi, je suis ici dans son aspect belge, qui est bien différent de ce que d'autres connaissent au niveau de la 4e internationale, et qui est donc quelque peu différent. Je dirais que Mandel n'aurait pas existé tel qu'il est sans l'entrisme de la 4e internationale. Deux mots sur l'entrisme pour ceux qui ne sont pas initiés à ce vocabulaire. L'entrisme consistait dans l'adhésion des membres des groupes trotskistes, squelettiques à l'époque, au grand parti ouvrier, parti communiste dans certains pays, socialiste, sociodémocrate dans d'autres, en vue de développer une aile gauche tout en demeurant clandestin, c'est-à-dire en rusant, dissimulant et si nécessaire en niant leur appartenance à une organisation trotskiste. Et donc, c'est dans ce cadre que Mandel existe en Belgique, sinon il n'aurait pas existé. Dans un pays en particulier, un socialisme très pragmatique, qui avait une haine des trotskistes. Donc c'est dans ce contexte que Mandel travaille en Belgique. Et dans une section de la 4e internationale qui, malgré ses effectifs très très faibles, au moment où la section fait son entrisme, au début, elle n'a même pas 50 adhérents, et à la fin de l'entrisme, elle en a à peine 100 adhérents. Elle perdra d'ailleurs beaucoup de ses adhérents au lieu de détacher des pans entiers de la social-démocratie pour en faire un parti centriste dans le langage trotskiste, ce qui n'est pas la même chose que les partis centristes dont on parle habituellement. Ce n'est pas une large fraction, mais une minuscule fraction qui ne comprenait même pas la totalité des trotskistes à l'époque, puisque beaucoup resteront au Parti socialiste, mais je reviendrai très vite, notamment qui exerçaient des fonctions de permanence syndicale pour beaucoup d'entre eux, de journalistes dans la presse socialiste ou d'élus locaux, par exemple. Donc voilà, en quelques mots, pour présenter cet environnement dans lequel existe Mandel et sans quoi il n'existerait pas. J'en reviens aux réformes de structure anticapitalistes. Mandel gagne sa vie comme journaliste au journal Le Peuple, journal officiel du Parti socialiste belge à l'époque, et de la Wallonie, quotidien des métallurgistes FGTB, du syndicat des métallurgistes FGTB de la région liégeoise. Et Mandel participera à la commission à un endroit important et à un moment important du mouvement ouvrier belge, à la commission Renard. André Renard était un dirigeant syndicaliste wallon, un syndicaliste radical que l'on rattache parfois, mais ce n'est pas tout à fait vrai, à une vision de syndicalisme d'action directe, de syndicalisme révolutionnaire, mais ce n'est pas ça, parce que l'histoire du syndicalisme belge est très différente, par exemple, du syndicalisme français, et ses origines sont très différentes. Enfin, dans un syndicalisme, disons, radical, de ce qu'il y avait de plus radical dans le mouvement syndical belge
de l'époque et qui joua un rôle important. Cette commission, André Renard voulait constituer une commission de penseurs, d'intellectuels, dans un mouvement socialiste et syndical très hostile finalement aux intellectuels, une commission intellectuelle qui se voulait vouloir faire la pointe, correspondre à la pensée de ceux qui lui paraissaient le plus fort dans le capitalisme, en tout cas belge, qui était celui de la Société Générale de Belgique qui dominait à l'époque toute l'économie belge. Il voulait un brand trust, disait-il, comparable à celui de la Générale. Et c'est cette commission qui organisera, qui fera les textes des congrès de la FGTB, congrès marquants de 54 et 56, que l'on appelle les congrès de réforme de structure, qui est finalement la seule période des années 50 aux années 60, à l'époque de la fin des grèves de 60-61, où le syndicalisme joue un rôle moteur principal dans le socialisme belge. C'est à ce moment que Mondel participe à cette commission. Et il est l'auteur, notamment, participe à l'ensemble des travaux, mais il est l'auteur du rapport du congrès de 56 qui s'appelle Holding et démocratie économique. Sans le secret de son appartenance à une organisation trotskiste, Mondel n'aurait pas pu, bien sûr, avoir ni une activité professionnelle, son gagne-pain dans la presse socialiste, ni jouer le rôle qui fut le sien dans le mouvement syndical. Il faisait désormais partie d'un milieu qui lui permettait d'être en rapport avec des syndicalistes, des cadres socialistes, et de bénéficier d'une grande considération en raison de sa carrure intellectuelle où il dominait déjà très largement ce monde auquel il appartenait. Dans la foulée de cette commission Renard, il fonde le journal La Gauche en 1956. Le journal La Gauche, qui regroupait en son sein l'essentiel de la gauche socialiste, gauche politique, des parlementaires socialistes, des élus socialistes, des syndicalistes, beaucoup de syndicalistes, et les principaux d'entre eux, notamment André Renard, qui sera le premier éditeur responsable du journal La Gauche avant de démissionner pour des raisons de désaccord et de laisser sa place à un autre syndicaliste, Jacques Yerna. Et des penseurs socialistes, Camille Haussmann, secrétaire de l'Internationale, faisait partie de la gauche, et il le fera d'ailleurs jusqu'à la fin. Camille Haussmann, l'essentiel des intellectuels, des penseurs socialistes se trouve là. Et la gauche joue un rôle important, s'érige en tendance et devient une tendance d'une grande importance au sein du Parti socialiste belge, où il réunit des fractions importantes du Congrès socialiste, ainsi que dans le monde syndical, où beaucoup de sections syndicales sont d'ailleurs collectivement abonnées. On lit la gauche pour savoir ce qui se passe dans les entreprises, ce qui se passe dans le monde politique, et ce que nous devons faire, nous militants, dans telle entreprise, dans les jours qui viennent. Et donc, c'est à partir de là, d'ailleurs, que Mondel développe une pensée sur le syndicalisme, sur ce que peuvent être des revendications syndicales. Et c'est là que se forme aussi sa pensée théorique. Mondel considère que la capacité politique de la classe ouvrière s'incarne dans les syndicats en dépit de leur bureaucratisation. Même lorsque les organisations syndicales sont totalement ou partiellement intégrées, elles ne représentent pas seulement l'intégration et la subordination au système capitaliste. Elles ont un caractère double et peuvent demeurer aussi des instruments d'émancipation et d'auto-activité de la classe. Malgré leur caractère bureaucratique, tant qu'ils conservent leur autonomie, les syndicats demeurent un contre-pouvoir séparé du pouvoir de décision économique qu'ils peuvent contrôler et infléchir dans le sens des intérêts des travailleurs. Le programme de réforme de structure de la FGTB, qui sera le programme de toute la gauche socialiste pendant tout le temps de son existence, le programme de réforme de structure que Mondel appelle toujours réforme de structure anticapitaliste, était la référence principale de la tendance la gauche. Mondel y voyait la possibilité de relier les revendications immédiates visant à améliorer le sort quotidien des travailleurs, salaire, conditions de travail, avec une transformation des structures mêmes du capitalisme et par des nationalisations
la planification et le contrôle ouvrier. En radicalisant la portée des réformes et la capacité de contrôle ouvrier, la revendication de réformes de structure revêtait à ses yeux une portée anticapitaliste en accentuant les potentiels de redistribution et de planification que renforçait l'État. Cette pensée se rattachait directement dans son esprit, tout à la fois au programme de transition de Trotsky et d'autre part à la tradition du mouvement ouvrier belge, le plan de travail d'Henri Demann de l'entre-deux-guerres et aussi toute la revendication de réforme de structure qui avait été élaborée avec Louis de Brucker. Donc il était tout à la fois dans la tradition trotskiste et dans la tradition du mouvement ouvrier belge par cette démarche de réforme de structure. J'en arrive à mon troisième point, le contrôle ouvrier. Lors du congrès doctrinal de la FGTB en 70, c'est le congrès doctrinal de la FGTB sur le contrôle ouvrier précisément, Mondel écrit dans la gauche: le contrôle ouvrier doit être l'axe principal de l'activité syndicale. Il consiste à accorder aux organismes élus par les travailleurs un droit de regard et de veto, tant en ce qui concerne sur tout ce qui concerne la vie des travailleurs. Le mouvement syndical est l'instrument incontournable pour mener à bien le programme de contrôle ouvrier et de réforme de structures anticapitalistes. Les syndicats doivent donc maintenir une autonomie, au contraire des partis, dit-il. Les partis ouvriers également ont pour fonction de gérer l'État. Mais les syndicats doivent maintenir, à la différence des partis, toujours une autonomie envers tous ceux qui exercent la gestion, aussi bien envers l'État, le gouvernement et l'entreprise. Le contrôle ouvrier est la condition nécessaire pour préserver les réformes de structure de leur aspect technocratique, de les faire descendre dans les entreprises, les ateliers et les bureaux, et d'y associer les travailleurs. Par la contestation de la structure hiérarchique de l'entreprise, des conditions et de l'organisation du travail, le contrôle ouvrier amorce la dualité de pouvoir. C'est le contrôle ouvrier qui fait la différence entre réformes néo-capitalistes et réformes anticapitalistes. J'en arrive à mon quatrième point, à savoir les apports et les limites de la pensée de Mondel, qui se situe en mon sens dans cette tension entre l'auto-organisation d'une part et le parti révolutionnaire d'autre part. À partir de son expérience des grèves de 60-61, Mondel théorisera l'auto-activité et l'auto-organisation des salariés comme éléments moteurs de l'émancipation ouvrière, dont les syndicats et le parti d'avant-garde seraient les instruments indispensables. À la suite de Rosa Luxembourg, dont il faisait une lecture quasi libertaire, Mondel ira jusqu'à accepter l'idée selon laquelle le prolétariat parvient, par sa propre expérience historique, à son émancipation. Ainsi prônait-il la nécessaire auto-émancipation du prolétariat à partir d'une vision moins léniniste qu'anarcho-syndicaliste des capacités créatives des travailleurs en action. Progressivement, suivant cela Rosa Luxembourg, pour qui il avait une admiration sans borne, la défense de la révolution russe par Mondel s'accompagnera de critiques qui allaient s'approfondir jusqu'à discuter les positions de Lénine et de Trotsky. Il reconnaîtra ainsi que Rosa Luxembourg avait mieux perçu que Lénine la nature de la bureaucratie. Sa confiance dans l'auto-activation de la classe ouvrière le conduisait, comme l'explique Daniel Ben Saïd, à accorder une place exclusive à la démocratie ouvrière et à ses traductions en termes de dualité de pouvoir en période révolutionnaire. Mais sa priorité, comme dirigeant de la 4e internationale, consistait à construire un parti révolutionnaire d'avant-garde. Faisant référence au que faire de Lénine, Mondel avait l'habitude de soutenir qu'il y a plusieurs conceptions du parti, mais la conception léniniste est la seule qui confère un rôle révolutionnaire au parti. En conséquence, chaque fois qu'il s'agira de rendre compte des échecs des mouvements sociaux,
Mondel en attribuera la cause à l'absence d'une direction révolutionnaire. Ainsi, l'explication du fait que les grèves belges de l'hiver 60-61, malgré leur ampleur, la combativité des grévistes et les épisodes insurrectionnels, n'ait pas produit l'effet révolutionnaire, sera attribuée par Mondel presque exclusivement aux carences de la direction syndicale renardiste. Lorsque Mondel considère les conditions objectives propices à une situation révolutionnaire, il en attribue l'échec à l'absence de conditions subjectives, c'est-à-dire d'une direction révolutionnaire. Comme le note toujours Daniel Ben Saïd, si le facteur subjectif n'est pas ce qu'il devrait être, ce n'est pas en fonction de certaines limites relatives à la situation et au rapport de force collective, mais parce qu'il est sans cesse trahi de l'intérieur. En conséquence, le volontarisme de Mondel est alors exacerbé et il n'est pas prémuni de la paranoïa de la trahison qui a affecté tant de groupes révolutionnaires. J'en arrive à mon dernier point qui est l'actualité de sa pensée et les perspectives couvrent son héritage théorique. J'évoquerai très vite 3 points. Le premier, à partir du rapport que j'ai cité, Holding et démocratie économique, Mondel développe déjà une nouvelle vision du capitalisme qu'il appellera lui-même plus tard néo-capitalisme. Une vision du capitalisme où ce n'est pas l'entreprise, mais les groupes financiers qui jouent le rôle essentiel. Où l'entreprise en tant que telle a perdu le poids qu'il avait, mais c'est dans les liaisons financières que se retrouve la décision politique. Ce sera un héritage profond pour le mouvement syndical, je le dis en présence de syndicalistes ici, parce que quand en 73, au moment de la conférence nationale de l'emploi en Belgique, la FGTB assez tôt se rend compte du fait que le chômage nous menace. Le chômage doublera en Belgique en quelques mois, fin 73-74. On se rend compte que le chômage va devenir un fléau, va arriver alors que nous sommes en période de plein emploi. Les syndicats demandent la réunion d'une conférence nationale de l'emploi pour trouver des remèdes. Et la FGTB souhaite, contrairement à toute la tradition de négociation collective, que ne siègent pas seulement du côté patronal les seules organisations patronales, parce que pense-t-il, ce n'est pas eux qui décident, mais que les groupes financiers en tant que tels siègent à cette conférence nationale de l'emploi. On est là encore dans cette tradition du rapport holding et démocratie économique. Ce n'est pas dans les entreprises que se prennent dans ce capitalisme qui se mondialise les décisions, mais déjà dans les groupes financiers, dans un certain nombre, que la valeur est captée, que la plus-value, la valeur n'est pas captée seulement au niveau de l'entreprise, mais au niveau des chaînes de captation de la valeur. Voilà donc un premier point qui me semble tout à fait important dans l'analyse du capitalisme, à savoir ce n'est pas le travail qui a perdu sa centralité, comme se sont glosés pas mal de sociologues divers à travers tant de temps, mais c'est l'entreprise qui a perdu sa centralité, alors que le travail est beaucoup plus central que jamais. Deuxième point, très vite, le contrôle ouvrier est envisagé dans les perspectives d'une auto-organisation des travailleurs et de l'auto-émancipation de la classe ouvrière. Il combat de ce fait la cogestion, qui était pratiquée par des syndicats allemands, par exemple, dans des pays scandinaves, la cogestion ou la codécision, qui séduit parfois certaines organisations syndicales, et qui maintenant est avancée de nouveau par toute une série d'intellectuels sous des formes diverses, comme étant suppose-t-il, une réponse pour démocratiser le travail dans l'entreprise. Je pense que c'est une des questions les plus actuelles aujourd'hui, d'ailleurs, celle-ci. Enfin, question encore plus actuelle, la question des réformes de structure, qui à partir de là, effectivement, se présentent, se dessinent, se conçoivent, ce que nous appelons aujourd'hui la planification écosocialiste. L'idée, cette idée centrale qui est celui du salaire social, qui n'est pas un fait de la période de croissance, mais qui est précisément une question adaptée pour la société d'aujourd'hui, à savoir cette capacité de transformer, de mutualiser des richesses privées en biens ou services collectifs,
C'est véritablement ça qui fait le noyau du salaire social, le fait que le travailleur reçoit une petite partie de son salaire et qu'une grande partie de celui-ci se trouve socialisé. Et c'est véritablement ça un élément central qui pose d'ailleurs les germes d'un travail soustrait à l'obligation de valoriser le capital. Le fait que la santé soit gratuite, que l'éducation soit gratuite, que la mobilité puisse être gratuite, qui a un moindre coût déjà, mais qui puisse être, qu'on aille dans le sens de la gratuité, que l'on puisse avoir une sécurité sociale de l'alimentation saine, de l'énergie, enfin l'élargissement de cette zone de la gratuité aux besoins fondamentaux. L'idée que les besoins fondamentaux relèvent de la socialisation et que les autres besoins, effectivement, peuvent relever des prix et du marché. C'est véritablement ça le sens essentiel des attaques que subit aujourd'hui les systèmes de sécurité sociale et les services publics. C'est véritablement là, me semble-t-il, un des cœurs des luttes sociales et des luttes de classe d'aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots pour dire tout à la fois l'apport de cette pensée, ses limites, mais aussi en même temps un héritage qui est un héritage qui me semble très actuel. Merci beaucoup. Le respect du timing était parfait en plus. Je vais maintenant céder la parole à Vincent Scaltini-Santilosa pendant une dizaine de minutes. Oui, très, très bref. Okay. Voilà, donc très bref. Merci Matteo. Je propose que le débat tourne surtout sur ce que Matteo nous a présenté. Pour moi, très vite, je crois qu'il y a 3 modèles essentiels. Le premier, c'est sur le plan théorique, celui qui a historisé le capitalisme, analysé son développement et surtout qui a montré lors d'un moment où beaucoup d'économistes pensaient que le capitalisme d'après-guerre, le boom serait quelque chose qui serait sans fin, celui qui a annoncé qu'il y aurait des nouvelles crises. Ça, c'est déjà un modèle essentiel et qui a analysé le capitalisme contemporain sous sa forme tardive et qui a mis un peu jeté les bases pour une compréhension actuelle, y compris de la financiarisation et de tout ce qui est suivi d'après. Le deuxième modèle essentiel, je crois, est sur le plan de l'espoir. Je crois qu'il y a un modèle essentiel par le fait que Ernest faisait partie de ceux et celles qui, comme disait Victor Serge, quand il était minuit dans le siècle, a maintenu le cap sur ce que dit Reinhard Koselleck, un horizon d'attente, la possibilité d'un changement radical du monde quand il y avait 2 doubles faillites, en fait le stalinisme d'une part et la social-démocratie qui s'est tournée dans un social-libéralisme. Donc là, je crois que ça, l'idée qu'il n'est pas uniquement possible, mais qu'il est surtout souhaitable d'avoir un changement radical du monde, ça c'est le deuxième modèle essentiel. Et le troisième, et là on vient un peu to the point, c'est surtout le penseur, le dirigeant, l'écrivain, l'analyste qui montre, et ça c'est un peu le Ernest Mandel belge, pour moi par le plus important, qui a montré qu'il y a une centralité, et que cette centralité, c'est la classe ouvrière, même si elle est hétérogène, même s'il y a des difficultés pour voir même tous les contours de ce que ça comporte, de ce que ça comporte, mais donc il y a cette classe ouvrière et dans son sein le mouvement ouvrier organisé. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout quelque chose qui est vu comme quelque chose de logique ou d'évident. Et ça, c'est le seul point, si je veux marquer, si j'aurais l'ambition de marquer un point aujourd'hui, c'est que si nous parlons aujourd'hui de transformation de la société dans une situation défensive extrêmement difficile, il n'y a pas
d'horizon, il n'y a pas d'autre cap que le mouvement ouvrier organisé. Et en Belgique, on sait de quoi on parle. Quand on parle en France du mouvement syndical, on a à voir avec un degré de syndicalisation de 7%, 7% et demi, pas plus. En Belgique, les deux syndicats importants regroupent toujours, et ça depuis une vingtaine d'années, de façon extrêmement stable, 50-51% de ceux qui vont travailler en échange, qui vendent leur force de travail en échange d'un salaire. Donc c'est assez important, c'est ça qui nous permet de penser comment discuter, comment penser, comment agir pour changer des rapports de force. Et donc je me souviens toujours d'un passage que moi j'ai toujours trouvé extrêmement important dans un tout petit livre de Perry Anderson, sorti en 76, 77 pour les amis français, Considerations on Western Marxism. Et dans ce petit livre, Anderson dit il y a beaucoup de penseurs marxistes qui ont organisé la fuite vers la philosophie. Évidemment, ils étaient politiquement sur un axe stalinien, et donc qui ne leur permettait pas de s'exprimer sur des aspects de stratégie, de changement de société. Et, disait Perry Anderson, il y a une exception notable qui est ce penseur belge, Ernest Mandel, qui lui reste axé sur le mouvement réel, c'est-à-dire le mouvement ouvrier organisé. Je trouvais ça extrêmement significatif et important. Donc, ça parle de trois choses. 1, lutte de classe, 2, mouvements ouvriers, 3, rapports de force et 4, changements de société. Et donc, comme a dit Matteo, l'apogée de tout ça chez Ernest Mandel, disons, se situe assez vite dans sa longue carrière de militant révolutionnaire, c'est-à-dire 54-56, dans l'ombre d'André Renard. Je ne vais pas répéter ce que Matteo s'est expliqué 1000 fois mieux que moi. Ce qui est important, et là, ça nous ramène à l'actualité, c'est que 5-6 ans plus tard, au milieu de l'hiver 60-61, les réformes de structure, André Renard prend une décision significative. Il organise, de façon presque préméditée, un repli sur la Wallonie, un repli wallon, comme conclusion d'une analyse qui dit si on veut vraiment instaurer des réformes de structure, un contrôle ouvrier, tout ce que Matteo a expliqué, ce n'est plus possible dans ce pays parce qu'au nord de ce pays, il y a un mouvement ouvrier, une classe ouvrière qui est amenée surtout par un mouvement syndical chrétien qui ne nous permet pas d'avancer dans la voie qu'on souhaite. Et donc, il y a à ce moment plus ou pas de Ernest Mandel dans cette situation pour répondre, pour participer à ce débat qui est un débat essentiel et qui est un débat qui, y compris, on a toujours sur la table aujourd'hui. Quand on dit les forces, les capacités syndicales sont restées plus ou moins intactes, on a une CSC, une FGTB qui sont des organisations fédérales, mais qui ont entre-temps leur interrégionale flamande, bruxelloise, francophone. Il faut voir, quand on dit situation défensive, situation actuelle, la situation institutionnelle de la Belgique, il faut recadrer un peu toute cette affaire. Il n'est plus possible de penser dans un schéma renardien, disons, de repli sur la Wallonie ou repli sur Flandre. Un repli sur Flandre serait catastrophique vu les rapports de force politico-économiques en Flandre
pour le syndicat, où on va voir en 2024, mais où une majorité absolue, droite conservateur musclée plus extrême droite, fascisme du XXIe siècle, n'est pas à exclure. Hein. Et donc, catastrophe pour le mouvement ouvrier. Donc, il faut en même temps avoir cette autonomie régionale, respecter cette autonomie régionale, et en même temps se concerter et maintenir au moins sur 3 aspects une vision fédérale. Pas parce qu'on aime le drapeau belge, moins parce qu'on aime la monarchie belge, ou parce qu'on aime chanter la brabassonne, ou parce qu'on serait pour la gendarmerie ou la police fédérale, pas du tout, mais parce qu'il y a une sécurité sociale, une fiscalité, une législation de travail qui, une fois qu'on changerait ça fondamentalement, permettrait l'adversaire d'organiser une défaite qui serait qualitative pour les travailleurs et pour le mouvement ouvrier organisé. Je crois, et ça Matteo l'a déjà dit, et je termine là-dessus dans les 2 minutes qui me restent, il faut néanmoins penser dans ce mouvement syndical, dans le mouvement contestataire, à un nouveau programme de réforme de structure. Il faut intégrer dans ce programme quelque chose qui est essentiel, c'est l'aspect du climat. Il faut une réforme de structure qui est en même temps, qui forme la base et la stratégie pour une transition juste et sociale. Et c'est à ça qu'on s'attelle dans le mouvement ouvrier. On n'est pas aveugle, mais il faut commencer à concrétiser et essayer de sortir de la position défensive et d'obtenir quelques petites victoires afin de renverser la vapeur. Il y a quelque chose qui est très très intéressant et qui aurait fait beaucoup de plaisir à Ernest Mandel, façon de parler, c'est qu'il y a eu une tentative d'attaque grave sur les libertés syndicales avec la soi-disant loi van Quickenborne, hein, qui empêcherait et qui limiterait la possibilité d'action du mouvement syndical et du mouvement associatif tout court. Eh bien, le fait que le mouvement syndical a su organiser une lutte conjointement avec des jeunes qui se battent contre le climat, contre le changement de climat, avec la Ligue des droits de l'homme, etc., avec des mobilisations où il y avait des syndicalistes, mais aussi des jeunes activistes. Et donc, cette loi est tombée, comme le Van Quickenborne lui-même s'en est allé, mais c'est ce genre de petite victoire dont on a besoin et qu'il faut, dans ce mouvement, en luttant, élaborer en même temps quelque chose qui soit de plutôt mi-terme et qui intègre, comme a dit Matteo, des aspects de transition et de sortie de ce système qui casse beaucoup de gens, comme on sait, et ça c'est mon dernier mot, et qui fait que si on ne fait pas ça, et si on n'organise pas ça, et si on ne commence pas à faire bouger les gens, bah, il y a ce qu'on voit un peu partout en Europe aujourd'hui, le vent qui souffle et qui fait que dans une alliance de la droite conservatrice avec l'extrême droite, un peu partout, ces gens prennent le pouvoir, mais pour casser de façon qualitative les positions qu'a su maintenir le mouvement ouvrier, que ce soit en Italie, que ce soit en Pologne, que ce soit en Hongrie, que ce soit en Suède, que ce soit en Finlande. Toutes les nouvelles sont mauvaises. Et donc, ça veut dire, ça c'est mon tout dernier mot, que je ne crois pas que ce qui est, quand on dit Mandel, penseur du possible, je ne crois pas que ce qui est possible au niveau de facteurs subjectifs, c'est la construction d'un parti révolutionnaire aujourd'hui. Je crois que, au moins pour ce qui concerne la Belgique, l'heure est à l'unité de la gauche existante.
ou, comme on dit en Espagne, il n'y a personne de trop, il faut que tout le monde se mette à contribution. Il y a 3 partis de gauche, il faut que sous pression du mouvement syndical, on le met le nez dans la même direction, mais pour cela, il faut que ce mouvement syndical ait quelque chose comme un plan de réforme de structure et mette en mouvement la politique, mais sous pression, de façon saine, sous pression le monde politique, et ça c'est aussi essentiel dans ce qu'elle va dire concrètement dans ce programme de transition. Il faut qu'elle puisse mobiliser les nouvelles générations et que les nouvelles générations auxquelles on dit vive la flexibilité, vive les variations, etc., que ceux et celles comprennent que le premier acte de révolte et d'organisation, c'est en Belgique et ça reste en Belgique le mouvement syndical. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. On va passer un moment de discussion et de questions-réponses avec vous. On a prévu 25 minutes pour cela, ça passe très vite. Alors, s'il vous plaît, pensez à synthétiser vos interventions pour qu'un maximum de personnes puissent poser leurs questions. On va peut-être prendre plusieurs questions et puis on vous laissera répondre. On en prend plusieurs. Oui. Merci de votre intervention qui était très éclairante. Alors, il y a toujours chez Ernest cette tentative de synthèse entre la tradition léniniste et l'apport de Rosa Luxembourg. Bon, non sans certaines tensions, mais enfin, il y a quelque chose qui caractérise sa réflexion comme vous avez très bien résumé. Mais parfois, il y a des, comment dire, il y a des contradictions entre ces deux positions. Par exemple, vous avez mentionné le Kieffer de Lénine. Alors, dans le Kieffer, il y a cette idée que le socialisme, ça doit être introduit du dehors, par les intellectuels, ou le parti d'avant-garde, ou les deux. Et Rosa Luxembourg ne partageait pas. Alors, c'est cette idée qui venait du chaos, d'ailleurs. Alors, comment est-ce que Mandel s'est situé dans ce débat-là, hein? Je pose la question parce que je ne connais pas la réponse. Voilà. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai 2 petites questions. Matteo, tu as dit que tu es focalisé sur la dimension nationale. Mais j'ai quand même 2 questions qui ont aussi une dimension internationale. La première, c'est concernant l'autogestion. Il y avait une expérience d'autogestion en Yougoslavie. Et comment est-ce que Mandel abordait cette question, ou est-ce qu'il a abordé cette expérience-là? Et toujours dans le cadre, avec une dimension internationale, déjà à son époque se posaient des questions de solidarité internationale. Il y avait tous les mouvements de décolonisation, etc. Mais comment est-ce que lui voyait le concept de solidarité internationale de la classe ouvrière? Surtout, cette question reste, pour moi, en tous les cas, centrale, notamment dans le cas des entreprises, mais de manière plus générale, au-delà même des entreprises, mais la dimension d'entreprise multinationale a pris une ampleur croissante. Et donc, dans ce cadre-là, se pose constamment la question de comment construire des solidarités entre les travailleurs dans différents pays face à un même patron. On peut peut-être 2 questions ici, et puis après, on laisse répondre. Après, j'irai de l'autre côté. Ernest Mandel a analysé la bureaucratie, et plus en particulier l'Union soviétique et les pays de l'Est. Après coup, les analyses qu'il a faites n'ont pas donné les moyens pour comprendre ce qui s'est passé avec l'Union soviétique. La tombée du mur et les évolutions après. Ça n'a pas été abordé dans l'explication.
qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? Et un deuxième élément peut-être, mais ça n'a non plus été abordé, la question de la construction de l'Union européenne, qui est centrale dans la compréhension de ce qui se passe en Europe contemporaine. Moi, j'aimerais un commentaire sur la dialectique dans les réformes de structure, contrôle ouvrier et en rapport avec l'idée, disons, du programme de transition entre les étapes structurantes, donc les réformes de structure matérielles d'un côté et, disons, le changement de conscience des classes impliquées dans cette approche. C'est-à-dire qui, dans une certaine lecture, ont un rapport assez mécanique. Quand on change les structures, la conscience de classe et dans le contrôle ouvrier, ça va changer, et donc l'autogestion va croître et va reprendre, disons, un rapport de force. Mais voilà, l'histoire ne montre pas cette dialectique de façon très mécanique. Et donc, j'aimerais avoir votre opinion sur cette dialectique-là, surtout si, et je suis d'accord avec Vincent là-dessus, que nous devrions repenser la question de la transition. Hein, et là, c'est d'ailleurs intellectuellement un point, je pense, où le consensus social, enfin, argumenté actuellement pour un programme de transition, d'une certaine façon, est assez compréhensible largement par rapport aux défis écologiques, l'inégalité sociale, la multiculture aussi, qui pose des tas de questions. On ne peut pas maintenir business as usual. Mais donc cette dialectique me paraît quand même problématique. Merci. Encore une toute petite dernière question ici, comme ça. Oui, moi j'aurais aimé revenir sur la question de la centralité ouvrière dans la pensée de Mandel, parce que je suis entièrement d'accord sur le fait qu'aujourd'hui encore il faut affirmer la centralité de la classe ouvrière. Les contradictions capital-travail n'ont pas du tout disparu, il y a toujours une classe ouvrière, il y a toujours une classe bourgeoise, contrairement à ce que beaucoup d'auteurs ou d'autrices voudraient nous faire croire. Mais cela dit, cette centralité de la classe ouvrière, elle me semble quand même rencontrer aujourd'hui une double difficulté, on va dire. Premièrement, la faiblesse de l'organisation du travail, puisque effectivement, bon, j'apprends rien à personne en disant qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'usines avec des milliers d'ouvriers, ça n'existe plus. Et c'est un peu le postulat de la pensée marxiste, que le capitalisme entretenait ses propres fossoyeurs en réunissant les ouvriers. Aujourd'hui, on observe une fragmentation et une atomisation du travail en règle générale, et donc ça pose des questions même au niveau syndical sur comment en fait on organise, qu'est-ce qu'on met en place pour organiser une classe ouvrière qui est beaucoup plus atomisée qu'auparavant. Et ça, c'est une des premières difficultés, je pense, qu'il faut rencontrer pour parler de cette classe ouvrière. Et une deuxième, en fait, c'est aussi comment on fait des liens avec les autres mouvements sociaux qui existent et qui sont relativement puissants aujourd'hui. On pense évidemment au mouvement écologiste, mais aussi au mouvement féministe. Par exemple, avec le mouvement féministe, on voit bien qu'il y a une espèce de... qu'il y a eu, il y a quelques dizaines d'années, une rupture en fait, entre le mouvement ouvrier et le mouvement féministe qui a, je pense, affaibli les deux parties des mouvements qui gagneraient aujourd'hui vraiment à militer ensemble. Mais on voit bien que du côté syndical, parfois, il y a des réticences à faire des liens avec les autres mouvements, le mouvement écologique pareil. Et voilà, la question c'est comment est-ce qu'on fait pour renouer ces liens-là et pour penser le travail et la façon de s'organiser au niveau syndical aujourd'hui. Je vais aller dans l'ordre, donc je n'ai pas la prétention d'apprendre à Michel Levy la dialectique, les rapports entre Rosa Luxembourg et Lénine dans la pensée de Mandel, mais l'aborder peut-être par la bande. Je vais me situer d'abord, pour qu'on comprenne bien. J'ai quelques difficultés, à la fois de ne pas être trop critique vis-à-vis de Mandel, et à la fois de ne pas trop louanger Mandel. Dans le sens où, je veux dire, le groupe auquel j'appartenais avec Marcel Lippmann, puisqu'on est Institut Marcel Lippmann, un certain nombre d'autres, des syndicalistes en général, au sein de la gauche, c'était des gens qui étaient à fond dans la gauche et très proches de Mandel. Je faisais le journal régulièrement, donc avec des entretiens sûrement hebdomadaires, très proches.
mais en même temps n'étant pas trotskiste. Donc je n'ai jamais été trotskiste. Par la quatrième, je n'étais pas trotskiste comme aucun de ceux qui faisaient partie de mon groupe. Nous étions quelque peu nombreux. J'ai appris par après, ce que je ne savais pas, par Charles-André Udry, qui m'a dit que Mandel nous appelait, nous, les Deutscheriens, du nom d'Isaac Deutscher, de l'historien Deutscher, donc qui est d'accord avec nous sur les objectifs, mais pas sur nos perspectives organisationnelles, sur nos perspectives politiques, mais pas organisationnelles. Donc ça veut dire qu'on était toujours aussi en contradiction avec Mandel. On essayait de faire la contradiction, mais il était plus fort que nous, donc on était assez bien humiliés chaque fois. Donc j'ai tendance à le contredire, maintenant qu'il n'est pas là, ce serait plus facile. Donc en même temps, ne pas mettre en opposition, mais ne pas en faire le louange, parce qu'effectivement, comme héritier d'un certain type de relation, j'apparais comme, ce qui est vrai d'ailleurs, très proche de Mandel, et ainsi de suite. Donc c'est difficile. Je vais le prendre par un biais cette fois plus proche, plus personnel, sur le débat entre Mandel et Lippmann sur le léninisme. Donc Lippmann a écrit un livre important, Le léninisme sous Lénine. Mandel a critiqué ce livre sur le fait que Lippmann faisait de Lénine un penseur trop politique et qui, dans un des éléments principaux de Lippmann, c'est-à-dire que la pensée de Lénine avait cette force qui consistait à s'adapter aux circonstances, du que faire à l'État et la Révolution, pour reprendre les écrits, donc du parti militarisé stalinien à un certain moment, au parti anarcho-syndicaliste à d'autres, celui d'octobre qui s'adapte à une situation, d'octobre 17, à d'autres moments où c'est l'organisation stalinienne, avant Staline, de l'organisation bolchevique. Et donc, cette capacité, suivant les circonstances, dans la clandestinité, d'adopter une vision militaire du parti, et à d'autres moments révolutionnaires, d'avoir une vision libertaire de l'organisation partidaire et tout ça, et donc d'avoir effacé ce qui faisait le cœur que Lippmann effaçait ce qui faisait le cœur du léninisme, c'était un peu sa critique. Et au fond, la critique que faisait Lippmann à Mandel rejoint ta question, dans le sens suivant, il lui reprochait d'être, en tant que trotskiste, d'être beaucoup trop fidèle à Lénine, beaucoup plus que Mandel ne le pensait lui-même. Parce que pour exister comme trotskiste, tel que les trotskistes étaient considérés dans le mouvement ouvrier, il fallait montrer à tout moment que Trotsky était léniniste et que les trotskistes étaient plus léninistes que les communistes léninistes. Et qu'au contraire, la force de Trotsky avait été précisément de ne pas être tout à fait léniniste, et qu'en octobre, au fond, c'est Trotsky qui avait raison contre Lénine, et qu'un vrai trotskiste devrait adopter plutôt notre position, qui n'étions pas trotskistes, plutôt que celle qu'il adoptait pour défendre le trotskisme par rapport à toi. Voilà donc une réponse qui n'en est pas. Et que je fais très vite comme ça. Deuxième chose, l'autogestion yougoslave, on était baigné d'autogestion yougoslave, mais toujours dans les contradictions en question. Parce que on voulait être aussi, la 4e internationale, les trotskistes ici avaient contrôlé les années, donc on est les années 60, c'est les années qui préparent 68, années très favorables à la jeunesse, aux jeunes qui se mobilisent, toute cette idée. Donc, effectivement, c'est là que le trotskisme s'installe ici au sein du Parti socialiste et dans les organisations de jeunesse, jeunes gardes socialistes, étudiants socialistes, c'est les organisations dans lesquelles je me trouvais d'abord, etc. Et dans ces organisations-là, on avait des formations, Mandel venait nous former, tout ça, et l'idée était l'autogestion yougoslave était un élément central. Et puis on faisait des espèces de jeux de rôle, on essayait par rapport à des problèmes divers de s'autogérer, de voir comment on fait. Et on était plusieurs groupes, et puis on entrait en contradiction, et puis on trouvait qu'une solution, c'est de planifier le tout.
Et on était toujours dans notre réflexion sur l'autogestion, où nous prenions l'autogestion et en même temps on voyait les contradictions qui opposaient les diverses cellules autogestionnaires que nous construisions et où nous avions besoin d'un arbitrage qui devait être centralisé. Donc voilà, on réfléchissait d'une manière vivante à l'autogestion, mais les contradictions de l'autogestion étaient présentes dans notre propre organisation. Et en tout cas, la Yougoslavie est un modèle. On organisait des voyages en Yougoslavie, toutes sortes de choses. C'était un modèle, tout ça. Voilà. Solidarité internationale, encore une fois, la question est un peu générale, mais je vais encore une fois me référer à un moment particulier, à un point particulier qui me paraît intéressant. Je n'ai pas pris les textes ici pour le faire. Je ne sais pas si j'ai écrit un texte là-dessus, mais en 1963, à Paris, il y a une réunion importante de la gauche, de la gauche dans les différents pays européens, sur la gauche de la gauche, par rapport à la construction européenne. On est en 63, la gauche par rapport à la gauche. Il y a là Serge Mallet, il y a là André Gortz, il y a là Mandel, il y a là Livio Maitan, il y a là tout le monde anglais, tout cela se retrouve réuni. Et il y a une discussion. Et Mandel fait un rapport, un des rapports qui sont présentés est fait par Mandel. Et au fond, il voit une vision un peu de l'Europe telle qu'elle pourrait se projeter, sur une vision un peu telle qu'il le voyait lui-même au niveau des États, où se développe une Europe sociale, ça ne s'appelait pas comme ça, enfin je ne veux pas revenir sur les termes, je n'ai pas les textes, mais enfin une vision de l'organisation de la gauche telle qu'elle pourrait l'envisager au niveau de l'Europe. Et à ce moment, Pierre Naville, que certains connaissent ici, avec qui j'ai moi-même travaillé, Pierre Naville critique Mandel et dit qu'il se trompe. Parce que pendant qu'il réfléchit au niveau de l'Europe, le capitalisme s'organise au niveau mondial, dit-il. Et que nous sommes, nous, gauche, ici réunis, en retard d'une guerre. Nous réfléchissons sur l'Europe et nous serons battus parce que le capitalisme est déjà mondialisé. Et Mandel répond, peut-être aurais-tu raison plus tard, mais tu ne l'as pas encore aujourd'hui. Tant que, et ça c'est pour montrer le caractère belge de Mandel, tant qu'en Belgique, on ne veut pas faire une réforme, une transformation de la sidérurgie, en passant outre les organisations syndicales des métallurgistes, où un gouvernement ne pourra se maintenir par rapport à une grève générale, quand il y a une grève générale, il tombera. À ce moment-là encore, les États sont tout puissants et au niveau de l'Europe, ils peuvent se constituer. Or, on a vu très très vite que la sidérurgie s'est écroulée et transformée sans tenir compte du syndicat des métallurgistes et que beaucoup de gouvernements résistaient à des grèves générales en Europe, en Belgique, pardon. Sur la bureaucratie, je vais laisser Vincent. C'est sûr qu'il fera ça beaucoup mieux que moi. Éric, je ne dirais pas grand-chose sur les étapes sur le parallèle, disons, entre la conscience ouvrière, entre la conscience des travailleurs, la conscience de classe, et les étapes, au fond, de la socialisation. Mais je dirais juste la chose suivante à propos des grèves de 60. Un des éléments importants de la grève de 60, au niveau de l'Europe, au niveau de tout le monde, c'est un moment essentiel à ce moment-là. C'était le titre de l'éditorial, c'est le premier éditorial d'André Gortz dans les temps modernes en février 61. L'éditorial de Gortz s'intitule « Le démenti belge ». Le démenti belge, c'est pour l'essentiel le fait que les ouvriers les plus favorisés, ceux qui ont les salaires les plus avancés, les métallurgistes,
les travailleurs qui ont les salaires les plus élevés, qui sont dans les meilleures conditions, qui maîtrisent les choses d'une certaine manière, ce sont aussi les plus révolutionnaires, et non pas les prolétaires qui sont dans les difficultés les plus grandes. Et que c'est au fond du haut de la classe ouvrière que vient la révolution, plutôt que du bas. Et donc, par rapport à cela, ce que Mandel écrit, c'est que un aspect important des revendications syndicales, de l'amélioration du sort des travailleurs, c'est de faire en sorte que les travailleurs n'envisagent plus leur niveau de vie, leurs revendications, à partir d'un niveau qui serait celui, un niveau de subsistance pour pouvoir vivre dignement et subsister à leurs besoins, mais aussi à un niveau beaucoup plus culturel et qui va plus haut. Et donc, dans la mesure même où ils peuvent avoir des conquêtes et matériellement améliorer leur sort, ils peuvent aussi améliorer leur sort d'un point de vue social, culturel, et tout cela, et avoir donc un niveau de conscience plus avancé, et non pas un moindre niveau de conscience, comme le disaient à l'époque tous les sociologues. D'ailleurs, c'est un moment tout à fait important dans la sociologie également, par rapport aux théories qui sont avancées très fortement par tous les sociologues, pratiquement tous, sauf quelques-uns, qui est l'idée d'embourgeoisement de la classe ouvrière, d'américanisation de la classe ouvrière, le fait que le niveau de vie augmente, plus le niveau de vie augmente, plus on ira dans le cadre d'un embourgeoisement, au niveau culturel, donc tout le monde s'habille de la même manière. Enfin, c'était tout cela a été avancé par toute la sociologie de l'époque, qui est aussi démenti à ce moment-là par les grèves de 60-61. Donc, à l'opposé de toutes ces théories, il dit plus les travailleurs améliorent leur sort, plus au fond leur conscience de classe progresse. Il faut devoir conclure, mais je vais arrêter. La centralité ouvrière, c'est très important, mais c'est très difficile. Mais tout juste, je suis tout à fait d'accord, le problème essentiel aujourd'hui, et ça met en sorte que les débats antérieurs sur le contrôle ouvrier, la cogestion et tout ça sont des débats qui n'ont plus de sens aujourd'hui de cette manière-là. Parce que l'entreprise n'existe pas de cette manière-là. Et les connards qui viennent avec le bicaméralisme, enfin toutes ces conneries qu'on avance maintenant, qui sera la démocratisation de l'entreprise par rapport au climat, c'est l'aberration la plus absolue. Ces débats n'ont pas de sens aujourd'hui, n'ont aucune signification en vertu de ce que vous dites. Et c'est autrement qu'il faut envisager les choses, parce qu'effectivement, on a affaire à des chaînes de captation de la valeur. Et donc, votre question est plus que pertinente, c'est une des questions centrales, je pense, des réflexions que nous devrions avoir. Et toutes les conneries que l'on avance et qui reviennent à l'avant-plan, moi, ça me scandalise, ça me révolte. Oui, donc, juste une brève réaction. Mandel et l'Est, donc on aura bientôt Catherine ici qui saura répondre à toutes les questions, mais je voudrais quand même dire quelque chose là-dessus à travers une anecdote, parce que cela explique le Mandel qui était en même temps un fin théoricien, analyste, et en même temps militant, plein d'enthousiasme. Et avec les événements de l'Est 89, 90, 91, donc à partir de la chute du mur de Berlin 89, l'implosion de l'Union soviétique 91, aujourd'hui il est facile de dire Ernest s'est trompé, etc. Ernest a fait des pronostics. L'anecdote est la suivante, je crois que Gabi était là, peut-être Lynch, je ne sais plus. Mais une fois, on a accompagné Ernest au studio de RTL, où il y avait un débat sur tout ce qui était en train de se passer à l'Est. Et Ernest intervenait en direct à la télé. Il disait, écoutez, je suis de retour aujourd'hui, je suis retourné, je viens de, je ne sais pas, Berlin ou Leipzig, etc. J'ai vu une manif de travailleurs. J'ai compté 7000 pancartes, disait Ernest, 7000 pancartes. Il n'y en avait aucune pour la réunification de l'Allemagne. Il y avait le journaliste français Olivier Todt qui disait 7001 pancartes, monsieur Mandel. Mais Ernest était persuadé, et c'est ce qu'il nous a expliqué, que
au sein de la classe ouvrière allemande. De deux côtés, il y avait de façon maintenue historiquement quelque chose comme une conscience de Rosa Luxembourg. Matteo a déjà parlé de l'affection, véritable affection d'Ernest pour Rosa Luxembourg. Donc, il était persuadé que quelque chose restait de la conscience Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht. On peut dire que ce n'est pas ce qu'on a vu se passer dans les mois d'après. Quelques semaines après, il y avait toutes les manifestations, la réunification, les gens qui suivaient en masse, etc. Donc on peut dire que c'est une erreur, mais c'est une erreur qui est explicable. D'abord, je trouve, quand on est militant, que ce soit révolutionnaire ou réformiste, ce n'est pas important, mais il faut toujours faire attention avec les pronostics. On n'a pas de boule en cristal, il ne faut pas pronostiquer, il faut analyser ce qui se passe et puis tracer quelque part une stratégie, des tactiques en partant de ce qu'on voit sous nos yeux. Et puis, l'aboutissement, point d'interrogation. Mais Mandel était en même temps celui qui analysait ce qui se passait, mais il était en même temps dirigeant de la 4e internationale. C'était surtout ça. Et pour lui, c'était la chose essentielle, c'est que là, il y aurait peut-être une possibilité de ce qu'on appelait la révolution politique. C'est-à-dire une classe ouvrière maintenue de façon plus ou moins intacte, qui pourrait prendre le pouvoir politique sans changer les conditions socio-économiques, c'est-à-dire sans un retour au capital, sans un rétablissement du capitalisme. C'était ça son grand espoir. Mais l'espoir, c'était sa partie de militant révolutionnaire tout à fait non cynique. Et ça, c'est aussi très important. C'est que des gens, même quand il est minuit dans le siècle, qu'on ne devienne pas cynique et que quelque part, en analysant le possible, qu'on trace un chemin vers une issue qui se soit toujours plus de social, plus de démocratie, moins de capitalisme, moins d'exploitation. Donc, je crois que ça explique le Mandel. La centralité du mouvement de la classe ouvrière et du syndicat, je veux terminer là-dessus avec un exemple très concret. Quand on voit le syndicat, et maintenant je vais dresser un tableau un peu flamand, on voit un syndicat socialiste avec, soi-disant, plus ou moins 750 000 membres en Flandre, et avec une centralité et un rôle absolument décisif dans le combat contre la montée de l'extrême droite aujourd'hui. Et de façon suivante, c'est-à-dire ce mouvement syndical, ces organisations syndicales sont à la fois le problème et à la fois la solution. Et j'explique. Quand on regarde de près le vote Vlaams Blok en Flandre en 2019, on voit que 60% des électeurs du Vlaams Belang sont affiliés à l'un ou l'autre syndicat. 60% des électeurs Vlaams Belang, parti d'extrême droite en Flandre, sont membres de l'un ou l'autre syndicat. Donc ça veut dire que beaucoup de gens qui se disent un syndicat c'est utile, disent aussi j'en ai marre de la politique, de telle façon que je considère un vote pour l'extrême droite. À la fois, sans constater chez eux dans leur intérieur une contradiction. Bon, ça c'est un. Deuxième chiffre, quand on voit le vote des affiliés FGTB flamand en 2019, on voit que le parti le plus populaire chez ses affiliés, c'est la social-démocratie. Le deuxième parti, c'est la droite conservatrice, NVA.
Le troisième parti, c'est Vlaams Belang. Et donc, il y a un problème. Ça, c'est un problème pour le syndicat, c'est un défi, pour le dire de façon un peu plus... c'est un grand problème, c'est-à-dire que les affiliés du syndicat ne sont pas humains pour l'extrême droite. Et en même temps, c'est la solution. Dans quel sens? C'est qu'il n'y a pas d'autres organisations en Flandre, et certainement pas les partis politiques, qui sont à même, qui sont capables de renverser la vapeur et de battre l'extrême droite, d'aller chercher des électeurs, potentiels, d'éviter les jeunes de voter pour une première fois, parce que les partis politiques n'y arrivent pas. Mais le syndicat, c'est en même temps, et c'est parce qu'il est resté plus ou moins intact, cette organisation-là qui dispose de quelques dizaines de milliers de militants sur le lieu de travail. Et comme tu dis, à très très juste titre, c'est plus les boîtes avec 5 000, 6 000 travailleurs, blancs, mâles, etc. Ça n'est plus la classe ouvrière, ça n'a jamais été la classe ouvrière depuis la féminisation massive d'après-guerre sur le marché du travail. Mais même que ce soit dans un secteur comme les titres-services, où beaucoup de femmes issues d'immigration même, etc., sont syndiquées, sont organisées, ont remporté récemment des victoires, ou que ce soit la chimie anversoise ou les quelques boîtes, c'est très dispersé, diversé, mais il y a des organismes, il y a des instances, il y a des formations, il y a des traditions qui se poursuivent, etc. Donc cette même organisation qui en même temps est, si vous voulez, atteinte par l'extrême droite, est la même organisation qui a les capacités objectives et subjectives pour battre l'extrême droite. C'est ça la contradiction. Voilà. Merci encore à tous. Malheureusement, on n'a pas le temps pour un deuxième tour de questions, mais vous êtes bien sûr toutes et tous invités à rester avec nous pour le reste de la journée. Donc il va y avoir 2 autres conférences, et après la transition au socialisme en question, avec Catherine Samari et Mélodie Van de Loek, et ensuite repenser la révolution à l'ère de la destruction écologique et sociale, avec Michael Louis et Clara Seigneur.